Bonjour à tous, Boker Tov en hébreu. Donc dans l'heure qui vient, nous allons discuter avec Michal Govrin à ma droite et Dori Manor à ma gauche, en nous écartant un petit peu de l'intitulé imprimé ici, qui était originellement l'influence de la pensée juive française. Et puis finalement, en discutant avec Dori, on s'est aperçu que c'était pas forcément par ce biais-là que lui pouvait nous parler de son rapport à la France. Et donc je lui ai dit, mais c'est pas grave, après tout, un intitulé, voilà, ça sert sur un programme, ça indique qu'on a une direction, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre des chemins de traverse. Donc comme vous avez pu le constater depuis le début de ce banquet, nos auteurs invités sont tous francophones, parlent tous français. Je l'avais dit lors de la conférence inaugurale, il me semblait que c'était aussi une façon de vous permettre un accès plus direct à leur parcours, à leur œuvre, à leur personnalité. Et en même temps, on a déjà pu entendre, à travers notamment les présentations de Moshe Sakal et Dori Manor, quels étaient leurs liens, dans quelle mesure le français ou la poésie française avait été des moments déclencheurs. Mais je voulais qu'on explore ce face-à-face un peu plus profondément. Alors, parce qu'il me semble que dans cette relation à la France, que vous avez tous, quelque chose se joue en creux concernant Israël, concernant la question que signifie naître dans un pays si jeune, naître dans un pays, dans une langue qui a en quelque sorte des trous de mémoire, parce qu'une langue se construit strate après strate, et celle-ci, comme on le sait, a connu des ruptures, en tout cas dans l'usage quotidien, très très grandes. Et donc moi, voilà, quand je pense à vous qui êtes nés en hébreu, je me dis, mais ça signifie quoi de naître, de parler une langue que les parents ne maîtrisent peut-être pas forcément parce que ce n'était pas leur langue maternelle, dans une langue qui n'a pas exprimé, qui n'a pas pu exprimer les siècles précédents et qui exige certainement de ces nouveaux locuteurs on va voir, d'ailleurs je veux pas faire d'hypothèse, mais qui exige certainement de ces nouveaux locuteurs une capacité à s'emparer d'une langue qui n'a pas encore été polie par le temps. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point de départ. Alors justement, pour commencer, et avant de parler de la France dans votre parcours et de la façon dont vous êtes arrivés ici, j'ai envie de vous poser la question à tous deux. Avez-vous le souvenir, on va commencer par Michal pour aller un petit peu chronologiquement, avez-vous le souvenir de la perception que vous aviez de votre être au milieu de ce jeune État Israël? Est-ce que toi, Michal, tu savais que tu étais juive, israélienne? Quel rapport tu avais à cet environnement qui t'a vu naître, à la fois historique et linguistique? Donc, on se plonge dans l'ordre biographique, forcément. Écoute, conscience, c'est un grand mot. Quand on est petit, le temps de la conscience se construit peu à peu. C'est a posteriori que j'ai compris dans quel cadre un peu hors commun j'ai grandi, dans lequel la transmission de l'hébreu, justement, était peut-être plus profonde que l'habitude. Du côté de mon père, Michal Govrin, la famille de Grel, et mon grand-père a fondé déjà, avant la Première Guerre mondiale, une école hébraïque dans la bourgade de Bratslav, qui est la même ville où Rabbi Nachman vient. Et j'ai une correspondance en hébreu entre mon grand-père et mon arrière-grand-père. Quand j'ai publié le mémoire de mon père, j'ai monté à la lignée des rabbins dans la famille qui était ininterrompue directement la famille Chayut, jusqu'à le Rabbi Leul de Prague, et même après les origines de cette région ici, de Portugal, en passant l'Europe vers l'Est.
avec une grande tradition, génération après génération, de s'écrire en hébreu. Donc la présence de l'hébreu à la maison était riche, avec un fort accent russe, ça n'empêche, mais c'était une langue extrêmement riche et que ça m'a pris plus tard à comprendre à tel point je puisais à la maison déjà ces couches de la langue. Mon oncle qui était à cette époque membre de la Knesset, de socialistes, de pionniers, 4 générations qui sont arrivées en Israël et en Palestine dans les années 20, chaque génération avec ses aspirations vers Sion, depuis le mystique de mon arrière-grand-père, les sionistes de mon grand-père, et les constructeurs pionniers de la génération de mon père, il y avait une grande transmission qui m'a été, disons, transmise directement, bien qu'une famille était laïque. Il y avait une grande présence du chassidout, du mystique juif à la maison, ni parodique, ni nostalgique. La famille pouvait se réunir samedi après-midi chez mon oncle, on n'observait rien, mais il y avait la reconstitution de la petite bourgade du port de l'Ukraine avec ses vieux de la communauté, ni en yiddish, en hébreu, avec des contre-civiques. Donc là, il y avait une très grande transmission. Du côté de ma mère, elle a fini le lycée hébraïque de Cracovie, donc encore aussi très fière d'avoir à la fois le polonais, l'allemand, yiddish un peu, mais en hébreu déjà de l'école. Donc il y avait une présence très forte de l'hébreu à la maison, mais c'est seulement en arrivant à l'université, première année, et j'avais une rencontre commune de textes. À la fois, j'avais un cours avec Chaim Rosen, un grand linguiste juif qui était aussi prof à Paris, sur l'histoire de la langue, et nous avons regardé le dictionnaire de Yehuda et sa description des couches de la langue depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et dans le cours de poésie, nous avons pris le grand poème de T.S. Eliot, The Wasteland. Comment c'était traduit en français, en tout cas, dans lequel Eliot amène les échos de toute la littérature européenne comme allusion. Et en même temps, je regarde la préface de Ben Yehuda et je dis, mais j'ai une chance inouïe où je n'ai pas besoin de citer le latin, les vieilles langues, l'italien, etc., l'allemand. L'hébreu contient toutes ces couches. C'est un outil inouï. C'était pour moi comme une découverte consciente d'un tel archéologique, en disant qu'on peut puiser là-bas, on peut jouer avec toutes ces couches, tandis que la littérature auquel j'étais exposé, sauf Agnon et Bialik, que tout de suite j'ai sauté une génération pour aller vers eux, était un hébreu très très immédiat et réaliste, et donc j'étais du coup aspiré par cette énorme aventure qui présente l'hébreu pour un écrivain. Je crois que les écrivains chinois ont la même chance d'utiliser la même langue qui a 3000 ans. Et justement avec toutes ces couches. Donc, pour répondre en quelques mots à ta question de la présence de l'hébreu, de la conscience qui est arrivée un peu plus tard. Merci beaucoup. Eliezer Ben Yehuda, qui est, je le rappelle, le père de la renaissance de l'hébreu, on parlait de l'influence de Littré sur lui, qui a fait le premier grand dictionnaire d'hébreu moderne à la fin du 19e siècle et qui a été le premier, dit-on, à parler à ses enfants en hébreu. Alors Dori, toi tu es de la génération suivante, donc tu es née en 1971. Avais-tu conscience d'être dans un pays relativement neuf, dans une langue relativement nouvelle, et quel était justement ton rapport à cette langue spontané, et tu te posais pas la question d'être un enfant né en Israël, parlant hébreu? Est-ce que c'était quelque chose qui allait de soi? Oui, quand j'étais enfant, ça allait de soi. Quand j'étais enfant, je suis né à Tel Aviv qui est la ville nouvelle et la ville hébraïque par excellence. Et donc, pour moi, tout ceci n'avait aucun sens. Tout ceci était donné. Je parle bien de l'enfance, puisque ça, évidemment, ça évolue après. Mais j'ai grandi dans une famille complètement laïque, ni
fêtes religieuses, ni alimentation cachère. Enfin, lorsque moi, je me suis mis à éviter le porc, par exemple, quand j'avais 16 ans à peu près, pour mes parents, c'était une petite tragédie. Et au même moment, plus ou moins, je suis devenu végétarien pendant quelques années. Bon, j'ai repris la viande à l'âge de 21 ans, 22 ans, mais entre l'âge de 14 ans et 21 ans, pour mes parents, c'était deux petites tragédies. Enfin, d'une part, leur fils qui devient du coup végétarien, qui ne mange plus les plats de sa mère, et puis le fait de ne pas manger ne pas manger du porc, puisque, pour mon père né à Berlin, le porc c'était l'aliment principal presque. C'est-à-dire mon père qui est né à Berlin avant la guerre avait pour prénom, avant d'arriver en Israël, enfin il est arrivé quand il avait 2 ans à peu près, mais son prénom natal était Michael Max Mannheimer. Et en arrivant en Israël, bizarrement, on lui a donné le nom de Asi Manor. Donc la différence entre Michael Max Mannheimer et Asi Manor dit presque tout, je pense, là-dessus. Enfin, c'est vraiment. Et lui, il a complètement refoulé, et il refoule toujours, son identité de Michael Max Mannheimer, fils de Brunhilde Hildegard Leichtentritt Mannheimer, sa maman qui se faisait appeler en Israël Hetty Manor. Et mon père, donc. Pardon, je me permets d'interrompre, mais je pense que ce que tu dis là et qui en Israël va de soi est très important. C'est que le mouvement sioniste a fortement encouragé, voire imposé à des générations entières, le changement du nom. Il ne fallait plus porter ni les noms ni les prénoms de l'exil, de la diaspora, et l'invention du nouveau juif, de l'israélien, et on va voir ensemble à quel point les deux mots se sont éloignés à un moment donné l'un de l'autre, passer par un changement de nom. Absolument, absolument. Et donc, et le changement de nom, évidemment, n'était qu'une métaphore d'un changement bien plus vaste. Mon père a grandi donc à Tel Aviv dans un quartier germanophone, rue Ben Yehuda. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le triangle germanique. Il y avait, je pense, le plus grand pourcentage au monde de psychanalystes là, dans ces quelques rues. Je ne plaisante pas, enfin, il y avait vraiment des dizaines de psychanalystes sur 3-4 rues. Hein. Alors, son enfance se déroule d'une part chez lui, dans sa famille, avec ses parents, avec ses voisins, en allemand, à Tel Aviv, sous le soleil du Proche-Orient, et d'autre part sur la plage de Tel Aviv, où il devient un sabra, mais un vrai sabra, enfin un vrai garçon de la plage. Il n'a aucun accent allemand, il a refoulé complètement pendant de très longues années son identité juive allemande pour devenir un vrai sabra israélien, et ce n'est qu'à l'âge de 60-65 ans à peu près qu'il a retrouvé déjà la langue, l'allemand, puisqu'il est devenu très ami avec un Berlinois qui avait, enfin il est décédé il y a un an, qui avait pour prénom Adolphe, et histoire vraie, et c'était son meilleur ami pendant 15 ou 20 ans, et avec lui, ce n'est qu'un allemand qu'il parlait, et donc il a retrouvé sa langue, et d'une certaine mesure, il a retrouvé également une partie au moins de son identité. Et il s'agit d'une vieille famille juive allemande de la région de Schleswig-Holstein, du côté de Hambourg. Et mon père est né à Berlin, mais enfin, la famille vient de là-bas, et avant ils étaient à Amsterdam, et avant ils étaient au Portugal. Et ça, c'est du côté de mon père. Alors que du côté de ma mère, les choses sont radicalement différentes, puisque ma mère vient d'une famille de pionniers, de la toute première vague d'immigration, la première Aliyah, 1882, une des premières colonies juives en Palestine.
et Masgueret Batia, et où une partie de sa famille vit toujours. Et donc, ma mère, qui est née dans les années 30, avait déjà l'hébreu pour langue maternelle, ce qui est plutôt rare. Et je dirais même que c'était plus que ça. C'est que là, lorsque je repense aux différentes couches de l'hébreu moderne déjà, il me semble que les années 30 constituent une sorte d'enclave linguistique très intéressante, parce que c'est la première génération, c'est la première décennie où on peut trouver vraiment des gens qui ont déjà l'hébreu pour langue maternelle, enfin des gens dont les parents parlent déjà l'hébreu, et qui n'était pas une langue acquise pour eux. Et peu de temps après, à partir des années 40, c'est déjà les immenses vagues d'immigration, notamment d'Europe de l'Est, plus tard l'Afrique du Nord, du Proche-Orient, enfin des gens qui se sont mis très rapidement à l'hébreu parce qu'il le fallait, et ils se débrouillaient plus ou moins. Mais les années 30, je pense que c'est une décennie où on avait une sorte d'hébreu que j'irais jusqu'à décrire de pur. Quelque chose qu'on retrouve guère plus tard. Peut-être je vais juste ajouter pour illustrer dans le mémoire de mon père qui parle donc des premiers jours dans cette installation d'un futur kibbutz dans la vallée d'Israël qui était déjà mentionnée. Il avait besoin bon, lui, il connaissait l'hébreu donc de la maison, mais la plupart des autres pionniers ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient ou le yiddish ou le russe. Mais la décision était de parler en hébreu. Et puis, il fallait faire l'agriculture et construire, et il y a beaucoup d'outils. Et ils n'avaient pas de nom pour tous ces outils. Donc, ils avaient un mot, mechutl. Alors, c'est comme la chose. Donc, passe-moi la chose, donne-moi la chose. Et puis, comme ça, c'était la chose qui était là. Et puis, après, cette chose a acquis des vocabulaires. Comme ça, sur le champ, lui a donné des cours d'hébreu à une femme déjà mariée, un jeune couple, mais auquel il était très amoureux, donc il lui a donné des cours d'hébreu. Donc c'était vraiment l'implantation sur terre et en même temps pousser le premier champ de blé et pousser la langue. Très, 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 très belle image. Alors, on a planté le décor, et puis quand on vous écoute, voilà, il y a des images qui surgissent. Cette vallée Emet Israël, la plage de Tel Aviv, Berlin, la Pologne, et on a envie de se dire, mais la France dans tout ça n'est pour l'instant pas présente, ni chez l'un ni chez l'autre. Elle n'est pas présente comme chez Moshe Sakal, dans la langue de sa grand-mère, avec son accent caïrote qui nous a imité hier. Et pourtant, vous avez tous deux choisi à un moment donné de venir en France, d'aller à Paris. Et donc moi j'aimerais que vous racontiez chacun. Et puis ensuite vous avez rencontré chacun des figures très importantes dans la vie intellectuelle française, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, peut-être essayer de raconter ce que vous êtes venu chercher en France. Quelle part de vous qui vous manquait peut-être en Israël, quelle part de vous-même avez-vous découvert ici? Est-ce qu'en France vous êtes devenu plus juif, plus israélien, plus européen? Quel a été le moteur de cette venue et les fruits de cette union entre des histoires qui ne s'étaient pas croisées jusque-là? Et donc la France, le français n'était pas parlé chez nous à la maison du tout. Mais je crois que ça constituait un fantasme pour moi depuis la jeunesse déjà, un fantasme, la France. Je n'ai pas encore compris pourquoi, ça c'est le côté personnel. Je dois avouer que mon premier amour, mon premier baiser était un garçon de la famille qui venait de Paris, donc ça allait très bien. C'était une explication. C'était sous l'eau, dans une piscine à Herzliya. Et ça avait tout le charme qu'on peut imaginer, l'amour et la France. Que je ne connaissais pas encore l'amour et l'Occident, ni l'amour occitan, rien du tout, mais c'était l'incarnation de l'amour. Mon premier mari, que j'ai divorcé après 1 an et demi, était un juif marocain parlant français qui est passé par Paris. Donc cette nostalgie érotique vers la France continuait. Et mon deuxième mari est français aussi. Donc, et le père de mes filles. Donc là, décidément, le côté de l'éros était là depuis l'enfance déjà. Mais je crois que toute attraction a quelque chose d'érotique.
est quelque chose de profondément érotique qui nous bouleverse avant même qu'on sait, dans les romans Amour sur les rivages, j'ai fait le portrait d'une jeune fille d'Ashkelon, d'une famille religieuse qui rebelle, qui va à la plage et qui tombe amoureuse parce qu'il y a ce tube des chansons françaises qui sont, et que pour toute cette jeunesse, ça représente l'ailleurs. L'autre bout de la Méditerranée, la possibilité dans un pays collectif avec une histoire très dense, qu'il n'y a pas la place de l'individu, justement, l'échappement. Donc, je suis allée à Paris avec une petite bourse donc, pour faire mon doctorat et pour fuir. C'était un acte de rebelle. C'était un geste de rebelle. Du nationalisme israélien, de l'étouffement, d'une existence israélienne. C'était après la guerre des 6 jours, quelques années plus tard, mes amis qui étaient à l'armée, la guerre d'usure, les gens qui tombaient tous les jours sur le canal de Suez, c'était suffocant. Et moi, je voulais aller vers la culture, vers la langue. Donc, je débarquais sur ma chambre de bonne à la rue de Rivoli. Et d'ailleurs que j'ai... Tu parlais français déjà? Non, je parlais très peu français. On vient du même lycée, pas avec la même prof. Et notre prof nous a pas exposé à Apollinaire, mais à Aline. Et elle était si jolie. Donc... c'est ça que je savais par cœur. Et avec ça, je débarque dans ma chambre de bonne pour faire une thèse sur le théâtre métaphysique. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait déjà là un geste de rébellion, parce que tous mes copains qui voulaient faire du théâtre allaient à Londres. Parce que Londres était la grande capitale du théâtre. Et moi, je rébellais contre ça. J'ai dit non, je cherche le théâtre métaphysique. Et j'ai senti comme ça qu'il y a quelque chose dans la France. Eh bien, c'était un chemin extraordinaire où je crois, d'une certaine manière, j'en peux en parler longuement, mais c'était un bouleversement dans mon identité. C'était tout un voyage, d'abord par la jalousie de voir les noms des auteurs comme ça sur les maisons à Paris, de dire voilà, c'est une culture qui est un peu plus continue que les 100 ans, 150 ans qu'on a en Israël. Mais en même temps, le grand bouleversement était dans cette solitude de la chambre de bonne, avec cette brouhaha, le samedi dans la rue de Rivoli. Et où j'étais, je ne savais pas où ma bourse va me suffire pour terminer le mois, donc je suis allée m'acheter la seule viande à la fois, j'ai mangé encore pas cachère à ce moment-là. Quand je l'ai pris à la main, j'ai compris que c'était la nourriture de chien. Alors j'ai compris, là, c'est ce sentiment, complètement, je me sentais plus proche de clochard que de n'importe quoi. C'est vraiment le sentiment d'étrangeté complet, mais en même temps, j'avais avec moi le bagage des auteurs américains, de tous les auteurs qui venaient à Paris comme le lieu de l'étrangement. Donc, je suis venue, en fait, j'ai choisi Paris à cause de Rilke, parce que mon livre de chevet était le cahier de Malte Laurids Brügge. Donc, si lui, il pouvait, moi aussi, après Strindberg, Hemingway, Fitzgerald, etc. Donc, Henry Miller, qui était le livre que j'ai lu en débarquant à Paris, en oubliant ma clé à Orly, tout en sueur, en allant le chercher, c'était la panique. Mais en même temps, ces secousses, jusqu'à une nuit que je me suis réveillée, je cite cet épisode dans mon roman Le nom Hachem, qui n'a pas été encore traduit en français. J'étais réveillée, je dis 5 heures de l'après-midi, j'ai dormi et personne ne m'a cherché. J'aurais pu mourir, j'aurais pu ne pas exister. Et un sentiment d'angoisse jusqu'à ce que je comprenne que c'est 5 heures du matin, pas de l'après-midi. Mais ces secousses existentielles
était quelque chose qui m'a complètement, dans cette complète solitude d'une existence collective, par des slogans, tout d'un coup, c'est être jeté dans la solitude complète. Et le grand voyage a commencé par une vie à Paris vers un retour de soi. Et dans cela, je vais en parler dans une seconde, mais dans la grande découverte était tout d'un coup le souterrain de mon existence en tant que juive. Tout d'un coup, j'ai compris que dans la rue de Rivoli, sous mes fenêtres du 8e étage sans ascenseur, c'est les tanks allemands qui sont passés. Tout d'un coup, j'ai compris que ce n'est pas seulement la ville de Brassens et de Piaf, mais qu'il y avait ici aussi la guerre. Je suis allé voir le chagrin et la pitié qui étaient projetés à ce moment-là sur les Champs-Élysées. Je suis sorti complètement transformé. Quelqu'un que j'ai acheté le Maariv, parce que je parlais à peine français, dans le kiosque à côté de l'opéra, et je l'ai lu dans le métro jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mademoiselle, on a craché sur votre jaquette ». Donc c'était mon première expérience antisémite, que je n'ai jamais compris que ça peut exister. J'ai lu, c'était l'hébreu, ça va de soi. Donc tout d'un coup, lire l'hébreu dans... Donc tout ça, et c'était donc les rencontres après avec les courants déjà existants à Paris, dans les milieux des années 70, et puis Verdier qui venait, qui s'inscrit dans le même climat, de cette école française de la revendication de l'identité juive. Et là, je vais dire quelque chose. J'ai lu dernièrement une recherche sur la naissance de l'école d'Orsay, et qui est donc la réponse à la Deuxième Guerre mondiale et le fait que les Juifs qui croyaient à l'émancipation complète, tout d'un coup, étaient désignés comme des citoyens de deuxième. Donc la réponse, contrairement au livre de Sartre, du regard de l'autre, c'est la définition de soi par de l'intérieur en allant vers la source. Et en Israël, pour moi, c'était le tabou, ces sources, parce qu'ils étaient diasporiques, ils étaient ridicules, ils étaient à ce moment-là, je n'ai pas encore compris à tel point j'avais la transmission à la maison. Donc ma réponse, et puis il y avait la guerre de Kippour, ma réponse était d'aller vers le chassidisme, de fonder une troupe à Paris, la troupe des 7 mendiants. On allait quêter de l'argent avec une productrice qui était une non-juive américaine qui est jusqu'à aujourd'hui une grande amie. On a eu l'argent de Rothschild, on a fondé une troupe, on a fait avec des acteurs non-juifs et juifs sur l'école de Rabbi Nachman déjà aux années 70. Et on était chassés du centre Broca pour aller trouver une place chez les Sœurs de Sion qui nous ont accueillis. Et de ce mélange est l'étude qui a commencé par les rencontres des grands maîtres, Lévinas, Manitou, et une découverte de moi extraordinaire et dans laquelle je dis toujours, je suis allée vers Paris israélienne et je suis revenue juive. Et là, peut-être dans un deuxième temps, je ne vais pas accaparer tout le temps, mais je crois, en fait, en réponse à l'itinéraire vers Baudelaire, je crois qu'en fait, c'est quelque chose de traditionnel dans les rapports entre la pensée juive et la France. Il y a un dialogue qui commence dans ces régions, Narbonne, et puis le Qatar. Et en même temps, en face de ça, développer le Zohar, développer la poésie d'Ibn Ezra. Donc toujours, il y avait cet écart fertile jusqu'à la Révolution française. Et qu'est-ce que ça donnait comme imaginaire pour les Juifs de l'Europe de l'Est? Cet espoir de l'émancipation, d'espoir de guerre napoléonienne qui arrive avec cet espoir de la France. Mais même pour la culture israélienne, on a parlé de Ben Yehuda, il a écrit son dictionnaire à l'Alliance française à Paris, donc le littré. Et même plus tard, la révolution canaanienne, avec un poète qui n'a pas été mentionné encore ici, Ratoche, c'est à Paris qu'il retrouve une identité israélienne révolutionnaire. Donc pour moi, retrouver la dimension juive dans la modernité,
en face de Paris, en face de la poésie française, en face du grand théâtre que j'ai pu assister, Peter Brook, Grotowski à ce moment-là, était pour moi une manière de définir la dimension juive de ma créativité, de mon existence, comme un acte d'avant-garde, comme un acte révolutionnaire, et d'en revenir avec ça en Israël, qui était encore complètement incapable de recevoir ça quand je suis rentrée. Mais je pourrais vous parler plus tard, j'ai vu devant mes yeux toute une révolution en Israël aussi. Donc il y a une influence qui n'est pas très connue, mais qui est en train de se faire. Alors justement, avant de passer la parole à Dori, pour qu'il nous raconte sa rencontre avec la France, moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est peut-être ce besoin donc, de quitter un pays où le collectif laisse très peu de place à l'individu, et donc peut-être que Dori pourra réagir là-dessus. Et également, cette place centrale de la France, on en discutait hier après une rencontre, on rappelle toujours, parce que les gens ne le savent pas forcément, les Français ne le savent pas forcément, que la France a été le premier pays au monde à accorder l'émancipation aux Juifs, l'égalité des droits, l'entrée dans la nation, et que cette inclusion des Juifs dans la nation a marqué l'ère moderne et contemporaine. Et en t'écoutant, je me dis que peut-être la France, c'est un moyen de revenir sur cette terre d'Europe qui avait été le théâtre de la catastrophe et qui, en même temps, avait quelque chose peut-être de plus doux, malgré tout, que la Pologne, l'Allemagne. En France, pendant la guerre, il y a eu beaucoup trop de Juifs déportés. 70 000 n'en sont pas revenus. Mais lorsqu'on parle de chiffres, proportionnellement, c'est tout de même le pays d'Europe où il y a eu le moins de personnes exterminées. On ne va pas refaire l'histoire ici, mais notamment grâce à la résistance et à la population française qui a protégé ses Juifs bien plus qu'ailleurs en Europe. Donc peut-être que j'y pense en t'écoutant, mais peut-être que cette complexité de la France, qui en fait un pays qui a certes rejeté ses Juifs à un moment donné, mais qui les a aussi émancipés, protégés, permettait une approche de l'Europe plus douce que dans des territoires où le traumatisme avait été beaucoup plus violent. Alors, Dori, moi, j'aimerais t'entendre à présent sur ta rencontre avec la France, et peut-être... je ne sais pas, est-ce que pour toi, ça a été aussi le moyen de passer d'un collectif trop pesant à une vie où l'individu, une société où l'individu avait une place plus acquise? Oui, clairement. Et là-dessus, je trouve beaucoup de parallèles avec ce que Michal vient de décrire. Moi aussi, je viens donc d'une famille qui n'est pas francophone. Moi, tout comme Michal, j'ai grandi à Tel Aviv, le même lycée, Ironi Hay, du nord de la ville. Et je vous ai raconté avant-hier l'histoire de ma première rencontre avec le français, avec la culture française, la poésie française à travers Apollinaire, et grâce à cette prof. Et peu de temps après, je me suis mis à écouter la chanson française, par exemple Brassens, qui était mon idole à l'époque. Il faut dire que Brassens, il est toujours, je l'adore, mais il faut dire que... Tu as traduit des chansons... Oui, j'ai traduit et ils ont été interprétés par des chanteurs israéliens. Je me rappelle très bien être tombé sur la toute première chanson de Brassens que j'ai connue par hasard, puisqu'il n'était, à mon époque, il n'était pas du tout connu en Israël. Il l'était quelques 20 ans plus tôt. Il avait été, mais dans mon adolescence, personne ne connaissait, dans mon entourage, le nom de Brassens. Et par hasard, comme ça, sur la radio, je suis tombé sur La mauvaise herbe de Brassens. Je suis La mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine, c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres. Brave Jean, et me fit grâce à moi. C'est immoral, c'est comme ça. Et La mauvaise herbe, et pour moi c'était un choc. C'était un vrai choc, puisque je venais d'une société de collectivisme et de militarisme, et je suis né 4-5 ans après l'occupation. Pour moi, Israël, c'était un pays
colonisateur déjà. Je ne le mettais pas encore dans ces termes, évidemment, mais c'était une société fondamentalement militarisée. Et donc, écouter du Brassens quand j'ai 15-16 ans, c'était un vrai bouleversement. Et je me rappelle des très longs voyages en voiture avec ma meilleure amie de l'époque, nocturne, vers le nord d'Israël, en écoutant Brassens pendant des heures et des heures. Et c'était une expérience qui m'a transformé. Je pense que Brassens est une des raisons, c'est un peu grâce à Brassens que je me suis mis à douter, à mettre en doute quelques notions qui m'ont été acquises enfant. Et au fait, Tel Aviv de l'époque était une ville très uniforme, il y avait quelque chose de très homogène à Tel Aviv. Et tout le monde ressemblait à tout le monde. Les gens étaient tous, je parle bien de ma génération, mais aussi la génération de mes parents en quelque sorte. Et les gens avaient une seule langue, l'hébreu. Les gens maîtrisaient parfois l'anglais comme deuxième langue étrangère, mais il ne s'agissait plus du tout de ce paysage cosmopolite, multiculturel, multilinguiste qu'on connaît d'Israël ou de la Palestine ou du monde juif d'avant. C'était tout autre chose. Et la France, culturellement parlant, n'avait qu'une influence très marginale à ce temps-là, en Israël. C'était bien évidemment différent dans les années 50, ou bien dans les années 30 et 40, lorsque le poète Ratoche a créé le mouvement canaanite. Mais dans les années 80, la France n'avait qu'une influence infime, en fait. Et pour moi, l'attirance vers la culture française était presque de l'ordre de l'exotisme. C'était presque, c'était ma manière de me distinguer, ma manière de chercher un ailleurs culturel. Là, oui, je reviens sur ce que Michal disait tout à l'heure, puisque c'est vraiment une expérience qui était. Oui, pardon, je t'interromps juste, mais je me posais la question de savoir si pour toi la France était peut-être ce pays d'Europe où il était possible d'accéder plus facilement que l'Allemagne. Absolument. Pour l'Allemagne, il y avait peut-être un interdit ou un tabou intérieur. J'étais très attiré par la culture allemande, grâce à mon père, à cause de mon père, à cause du refoulement de mon père, puisque pour mon père, la culture allemande ne voulait rien dire. J'étais très attiré par cette culture-là, mais elle représentait pour moi, elle symbolisait quelque chose de morbide, quelque chose de tragique, bien évidemment. Je ne parle pas uniquement de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je parle même de la tradition de la culture allemande, du pessimisme allemand, des contes de Grimm et ainsi de suite. Et alors que, métaphoriquement et symboliquement, la culture française, pour moi, avait un côté beaucoup plus souriant, et ça m'attirait davantage. C'était l'attirance vers la vie. Et donc, lorsque j'arrivais à Paris, c'était tout de suite après mon service militaire, et j'avais 22 ans à peu près. J'avais déjà traduit Baudelaire, j'avais déjà traduit quelques chansons de Brassens et quelques autres textes français, mais je ne parlais pas encore le français. C'est-à-dire, en arrière débarquant à Paris, je connaissais très bien la langue française du 19e siècle. Quand j'essayais de parler, j'avais un accent
pas possible. Enfin, une sorte de mélange de Brassens, de ma prof qui venait de Marseille. Et donc, c'était à Paris, et c'était le français du 19e avec un fort accent marseillais. Et on me prenait pour un fou, et on avait raison. Et là, c'était en 1995. Je suis arrivé à Paris au mois de septembre. Pour moi, c'était une fuite. Une fuite, et j'étais très conscient. Là, je pense que c'est un peu différent de ton expérience, Michal, parce que j'ai quitté Israël puisque je me sentais juif, très juif. Ce n'est pas à Paris que j'ai découvert, entre guillemets, le judaïsme. Je l'ai approfondi, enfin, je l'ai appris de manière beaucoup plus complexe, mais ce n'est pas à Paris que je l'ai appris. Enfin, j'ai quitté Israël pour mieux me sentir juif, ce qui pourrait paraître paradoxal, peut-être. Mais en Israël, dans un de mes poèmes qu'on a lu avant-hier, je dis Haïti Yehudi Yachid Beinim Olim. Dans la traduction, c'est j'étais l'unique juif parmi les circoncis. Et c'était un peu ça, j'étais l'unique juif. Bien sûr, je n'étais pas l'unique juif, mais symboliquement, je me sentais l'unique juif parmi les circoncis, parce que le judaïsme pour les Israéliens ne voulait pas dire grand-chose. Enfin, ils étaient ou bien complètement laïcisés, bon d'accord, alors il y a le repas de Pâques, il y a quelques autres fêtes, mais ça s'arrête là, ou bien des juifs nationalistes, des juifs territoriaux, des juifs avec qui je ne pouvais surtout pas m'identifier. C'est pas le judaïsme que je cherchais, j'étais toujours en quête d'un judaïsme cosmopolite, d'un judaïsme révolu, caduc peut-être, mais d'un judaïsme qui m'attirait, mais à cause duquel je me suis décidé à essayer de me créer ma propre diaspora, comme disait hier Moshe. C'était un peu mon cas aussi. Donc je débarque à Paris en 95, 2 mois après mon arrivée à Paris, c'est l'assassinat de Rabin. Et je suis à Paris et comme tout le monde, je suis profondément bouleversé. Mais ce bouleversement a également métamorphosé ma patrie. C'est-à-dire que 2 ans après mon arrivée à Paris, je suis allé pour la première fois en Israël. Enfin, je suis resté 2 ans avant la première visite. Et Israël que j'ai retrouvé en arrivant n'était plus le même. Mais rien n'était pareil. Et ce n'était pas uniquement le deuil, puisque c'était un pays encore en deuil, bien que le Premier ministre ait déjà été Netanyahou. Et c'était un pays encore en deuil, mais c'était un pays où beaucoup de démons s'étaient déjà sortis des sous-sols. Et c'est les mêmes démons qui, de nos jours, en 2017, envahissent de plus en plus le territoire israélien, l'esprit israélien et la politique aussi bien que l'âme de ce pays. À Paris, j'ai appris à mieux vivre ma judaïté, c'est sûr, et entre autres grâce à Benny Lévy qu'on évoquera. Justement, parce que je vois avec horreur l'aiguille avancer, je ne sais pas pourquoi elle avance si vite sur ma montre, je ne sais pas si vos montres sont également frappées par cette malédiction, mais je voulais justement, et donc tu vas poursuivre, et ensuite je passerai la parole à Michal, je voulais terminer ce trop bref entretien finalement, parce que je pourrais vous écouter pendant des heures, en parlant avec vous, en vous écoutant parler de 2 figures très marquantes pour la vie intellectuelle française. Donc, toi, Dori, tu as étudié, rencontré Benny Lévy, et j'avoue que quand j'ai appris que tu avais été son élève, je trouvais très intriguant cette rencontre entre le jeune Israélien que tu es et cet homme qui a marqué à la fois la vie politique et intellectuelle française, et puis
Toi, Michal, tu as eu une rencontre importante avec Jacques Derrida. Donc, j'aimerais qu'on termine sur ces deux figures. Je pose le micro tout de suite pour vous laisser la parole. Oui, donc, écoutez, enfin, je ne peux pas dire que j'étais disciple de Benny Lévy, puisque j'étais un Deug, et j'avais 23 ans, et j'ai pris un cours, enfin un séminaire avec Benny Lévy. C'était le fameux séminaire sur Alcibiade, qui était magnifique. Mais pour moi, c'était la toute première rencontre avec l'université française, c'était la toute première rencontre avec la pensée française, et ça m'a bouleversé. Et je me rappelle très bien, il ne s'agit pas du cours qu'on peut trouver sur YouTube. Sur YouTube, on peut voir le cours de Benny sur l'Alcibiade de Platon, mais c'était, je pense que c'était une année après ou une année avant, je ne me rappelle plus, mais enfin, on peut un peu avoir la sensation de ce qu'ils faisaient là. Enfin, j'ai vu un homme qui était habillé en noir et qui était, pour moi, c'était un Haredi, c'était un ultra-orthodoxe. Et au départ, enfin, je le craignais un peu. Pas uniquement à cause de son caractère, aussi à cause de son caractère, mais parce que je n'avais pas l'habitude de dialoguer avec les ultra-orthodoxes. Et en Israël, c'est dur, enfin c'est possible, mais c'est dur. Et la première leçon, c'était vraiment ma première leçon, ma première semaine à l'université française. J'entre dans la salle et je vois ce monsieur qui se promène devant le tableau, tout habillé donc en noir, mais très élégant, et qui se met à parler d'une voix forte, mais de manière très égale, comme ça, et qui prend en français le ton d'un prêcheur rabbinique. Et là, c'est une manière de parler français que je ne connaissais pas. Enfin, sa façon de prononcer la langue, sa façon de cadencer les phrases, c'était quelque chose qui m'était connu, mais qui m'était connu du côté juif. Et du côté presque yiddish, paradoxalement. Enfin, on sait bien que ce n'est pas des contrées yiddishophones que venait Benny Lévy, né au Caire, mais sa manière de prononcer le français, c'était presque comme celle d'un talmudiste lituanien. Et donc, ça, c'était le premier choc. Le deuxième, c'était la toute première phrase qu'il a prononcée dans ce cours, tout de suite après nous dire bonjour. Il a dit eh bien, mon objectif dans ce cours, c'est de faire en sorte qu'à la fin de cette année, vous ne croyez plus à la démocratie. C'est comme ça qu'il a commencé. Et je ne sais pas s'il est parvenu à réaliser cette menace, mais pour moi c'était un véritable bouleversement, à la fois à cause de la rapidité avec laquelle il nous laissait entendre et comprendre sa pédagogie et sa franchise, tout simplement sa franchise. Et je pense que c'était vraiment son objectif profond. Après, je me rappelle avoir passé beaucoup d'heures avec... C'était l'hiver de la Grande Grève, en 1995, et l'université était fermée. Et l'université était fermée, mais Benny ne voulait pas renoncer à ses cours. Donc du coup, les quelques étudiants qui venaient tout de même, il y avait la neige à Paris et tout, on venait à pied, et puis il n'y avait pas de métro. Et donc, c'est dans un café près de l'université qu'on faisait ces cours, et là, c'était vraiment magique, parce que c'était une table ronde avec Benny, prêcheur,
et nous qui taisions, et qui nous taisions, et c'était oui, c'était très, très émouvant et très, très bouleversant. Et avec le temps, j'ai pris du recul par rapport à ce charisme et à ce charme de Benny Lévy. Et enfin, je pense que même à l'époque, j'avais un certain sentiment, disons, d'un certain malaise avec le côté, disons, territorial de sa pensée, avec le fait que c'est à Jérusalem et que c'était en Israël qu'il a retrouvé le judaïsme, le fait que pour lui il ne s'agissait pas forcément d'une notion de cosmopolitisme, mais il fallait pour lui une terre, il fallait pour lui un territoire pour que le judaïsme puisse exister tel qu'il l'entendait, et ça, personnellement, ça me gênait pas mal, je l'avoue. Mais c'était avec un tel charisme, avec une telle intelligence qu'il prononçait tout cela qu'à l'époque je me taisais tout simplement, d'autant plus que j'étais jeune étudiant en Teug. Et de toutes les façons, je pense que là, lorsque je reconsidère le personnage de Benny Lévy, encore plus que la pensée de Benny Lévy, que je ne connais pas profondément, enfin j'ai lu, mais je ne suis pas un philosophe non plus. Je pense qu'il est un peu, pour le bien et pour le moins bien, une sorte d'annonciateur de notre ère. Et que lorsque je compare ou que je relis ces conversations avec Sartre, c'est beaucoup plus Benny Lévy qui symbolise tout simplement notre temps présent, 2017, avec tout ce qu'il représente, avec ses habits, avec sa manière de s'exprimer, etc., que Sartre. Et là, je ne sais pas si c'est heureux, si c'est moins heureux, mais je trouve que c'est un fait digne d'être évoqué. Merci beaucoup, Dori. Alors, on déborde un tout petit peu avec votre autorisation pour entendre Michal nous parler de sa rencontre avec Derrida, avec Jacques Derrida, et puis on clôturera cette rencontre. Donc ça, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Jacques Derrida était de la bouche d'Emmanuel Levinas, et que j'avais aussi la chance de connaître personnellement, et d'une manière même intime, familiale. Et donc le nom Derrida était déjà prononcé avec une certaine aura et élément de construction qui m'avait attiré. Et un peu plus tard, donc je suis allé dans son séminaire juste pour écouter à la rue d'Ulm. Et la première fois, donc notre rencontre, une partie de notre rencontre, et puis après une amitié de 25 ans, était à cause de la langue, à cause d'un mot. Il avait donné un cours sur Hegel, et il a lu les versets de la Bible. Après, j'ai appris que c'était la Bible que son père lui a donnée, et l'interdiction de l'image, et il a utilisé le mot représentation. Et donc à la fin du cours, j'osais comme ça, quand j'étais auditrice libre, m'avancer vers lui en lui disant le mot temouna et image en hébreu n'est pas exactement représentation. Alors du coup il me regarde, il m'a dit mais alors vous allez faire une conférence là-dessus pour la semaine prochaine. Alors et là j'ai commencé à bégayer, je suis ni philosophe ni philologue, et mais il n'y avait pas un recul possible, donc c'était la frénésie avec des traductions vers le latin, le grec, etc., pour comprendre, pour essayer de dire quelque chose, quelques mots. Et ça commençait comme ça. Et puis il m'a invité au café après, en sortant un mot
c'est un livre, comme un cahier, où il a écrit là-dessus en hébreu le mot Mila, qui est à la fois mot et circoncision. C'était des années avant qu'il a écrit son récit sur la circoncision. Il a dit, j'écrirai un jour là-dessus. Il parlait de son fils qui à ce moment-là travaillait sur Maïmonide. Et il y avait tout d'un coup, pour moi, Derrida était un philosophe français. Il n'y avait rien de juif. J'étais attirée par la déconstruction et par quelqu'un qui était pour moi, représentait le laïcité même. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt son texte sur Artaud. Et donc une manière de voir la métaphysique dans cette béance qui s'ouvre au dehors du langage. Et tout d'un coup, première rencontre, après dans le café, voilà, le côté ça. Et puis il a dit, bon, j'aimerais un jour venir en Israël. Eh bien, il est venu 6 fois en Israël. On est devenus assez proches de longues années. Et tout, au-delà du fait que j'étais vraiment pas philosophe, mais je crois que là, je vais retenir de toi, Dori, le mot Jérusalem et Benny Lévy. Je crois que pour Jacques, je représentais d'une certaine manière Jérusalem. Il avait l'habitude d'appeler de Paris, me dire, voilà, tout d'un coup, au milieu de la matinée, comme ça, bonjour, comme ça, voilà, comment va Jérusalem? Comme mot de passe. Et comme un mystère. Je me rappelle qu'une fois, après sa mort, je parlais de lui à Tel Aviv et 2 philosophes israéliens m'ont approché presque en colère en me disant « on ne comprend pas pourquoi Derrida était attiré par Jérusalem et pas par Tel Aviv. va expliquer. » Donc, là, j'ai traduit des yiddish, je crois, l'expression. Et donc, au fil des années, je crois qu'il y avait une œuvre mise ensemble à ouvrir pour moi. Le dialogue avec Jacques était une manière aussi d'approfondir ma manière de faire de l'exégèse, d'arriver au texte au sens premier, le pshat, ce qu'on appelle, et de secrètement sortir de plus en plus. Il y avait presque un duel entre nous, quelle langue est plus appropriée pour l'exégèse, le français ou l'hébreu. Quand j'ai traduit, c'était je crois la première traduction de Derrida en hébreu, qu'est-ce que la poésie, et qu'il fallait choisir la racine par laquelle tout émane, et c'était presque un duel dans ce sens-là. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire ce roman Hachem, le nom qui est écrit en forme de prière. Et de nouveau, c'était des années avant qu'il commence d'écrire d'une manière autobiographique. Sa révérence, la voix qui tremblait chez lui lorsqu'il parlait d'une prière, même si c'est une prière de désespoir, sans avoir à qui s'adresser. Donc, au fil des années, on s'est rencontrés à Paris, on s'est rencontrés à Jérusalem et à New York, où j'allais avec ma famille régulièrement, donner des conférences à la School of Architecture, the Cooper Union School of Architecture, et Jacques venait à mon séminaire comme un élève, puisqu'il s'agissait à ce moment-là déjà d'ouvrir des notions juives comme la jachère, comme la cabane. Et donc, il y avait déjà presque un œuvre commun avec une très grande influence, un sentiment justement d'ouverture. Il a influencé un livre que j'écris en forme de Talmud, on avait blagué là-dessus. Mais pour conclure, je crois que ce qui m'attirait, une partie de ce qui m'attirait dans cette grande amitié, était cette faille que Jacques Derrida portait en lui, cette blessure dans son judaïsme, en s'appelant parfois « moi je suis le dernier des Juifs » avec un grand orgueil, et je suis le Maran. Je crois que j'ai partagé avec lui ce sentiment de maranisme à cause de cette autodéfinition d'une autre manière d'être juif que je partageais, et cette nostalgie
qui entrait en dialogue avec Paul Celan, avec Chateaubriand, avec Flaubert, c'est-à-dire la grande nostalgie vers Jérusalem et de construire Jérusalem comme thème qui, au-delà du nationalisme, au-delà du territoire, trouvait peut-être à l'intérieur de Jérusalem ce vide qui l'ouvrira de nouveau. Et puis, dans ce sens-là, c'est les héros de Jérusalem. Et peut-être dans ce dialogue, il y avait aussi quelque chose homme-femme que j'ai amené de cette manière la voix féminine et les féminines, et à la fois par rapport à la tradition et par rapport à Jérusalem. Donc je vais conclure en disant qu'un hiver à Paris, on avait décidé que je lui donne des cours d'hébreu. Donc on est allé ensemble acheter les livres de fascicules à la rue de Rosiers. Et on n'est pas arrivé très loin. Il voulait tout de suite qu'on commence par le premier chapitre de la Genèse, après avoir appris l'Aleph-Bet. Donc voilà. Mais donc c'était un trajet, un privilège extraordinaire d'un dialogue où je savais toujours que c'est l'impossible qu'il exige de moi. Et la nostalgie blessée, non avouée, qu'il demande de moi. Je vais terminer avec cette anecdote. Sa dernière visite pour avoir un honoris causa était en 93, je crois 13, un an et demi avant sa mort. C'était 2 semaines après que sa maladie a été découverte. Il m'a appelé en arrivant, je suis allé le voir, et il m'a dit, voilà, Michal, on vient de découvrir que j'ai ce cancer. Tu m'amènes ce soir, quand toute ta cérémonie sera terminée, tu m'amènes au mur de lamentation. Donc on a passé toute la journée, le prix, son discours de soutien, mais aussi de critique par rapport à la politique israélienne. C'est la déclaration qu'il voulait faire. Et à la fin, vers minuit, j'ai conduit ma voiture, je l'avais conduit au mur. J'ai cette image devant les yeux. Il a mis une kippa comme ça, où les plis ne sont pas repassés, ça veut dire un kippa qu'on n'utilise pas. Et le mur était vide, il est allé vers le mur, il n'avait pas de livre de prière à la main, il a pris avec lui la Bible en français. Il est allé au mur, il est resté un moment, je suis resté en dehors, j'attendais. Et il est revenu. Et je l'avais ramené à son hôtel. Et dans cette image, je crois que ça contient tout. C'est la déconstruction incarnée. J'ai eu la chance d'avoir cette transmission dans le vécu. Merci beaucoup Michal. J'en profite, malheureusement nous devons nous quitter pour l'heure. J'avais envie de dire que ces thématiques de la jachère et de la cabane que tu as évoquées avec Derrida sont très présentes dans ton roman Sur le vif, que j'ai eu le bonheur de traduire et dont tu nous parleras entre autres tout à l'heure lors de ta conférence sur l'histoire qui nous écrit et qui aura lieu, je le rappelle, à 14h30. Quant à moi, je vous quitterai très vite après, juste à la fin de la conférence de Michal, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous remercier tous pour votre présence, votre attention, votre chaleur, votre générosité. Donc je le fais maintenant et je remercie Dori et Michal ici présents pour la richesse de leurs interventions et leur géographie si intime et complémentaire à mes yeux qu'ils ont su partager avec nous, ainsi que Moshe Sakal et Gilles Rosier qui sont là avec nous, qui ont été présents tout au long. Et puis voilà, je vous souhaite bon appétit aussi parce que c'est l'heure. Merci.